Merci Thierry pour cette présentation mathématique. Je pense qu'il faudra faire un séminaire que sur les mathématiques et la cybersécurité. Je vais peut-être repasser la parole à monsieur Carlos Moreno pour qu'il nous donne son sentiment sur l'ensemble de ces présentations et peut-être réagir. Eh bien, merci Daniel, merci pour toutes ces présentations assez intéressantes. Je fais un 20 minutes, un peu pas de course, une présentation qui tient plutôt sur 25-30 minutes. Je m'excuse donc pour la vitesse à laquelle ça a été. Mais je voulais passer un message qui est celui, en fait, des vraies problématiques des villes quand on s'attelle à cette démarche d'intelligence qu'on veut situer dans un territoire. Et je parcours le monde sans cesse, je travaille sur des projets un peu avec des cultures très différentes, sur des vraies villes, avec des vrais quartiers, avec des vrais habitants, dans des villes en fait qui sont très diverses et très hétérogènes, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y a pas une ville, dans une ville il y a plusieurs villes dans la ville. Je rentre d'Afrique, je n'étais pas longtemps, quelques années j'étais en Amérique latine, quand vous avez une ville qui fait 6 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, vous allez découvrir à l'intérieur de chacune de ces villes énormément de diversité. Vous avez aujourd'hui beaucoup de villes dans lesquelles plus de la moitié des habitants de la ville sont je parle de l'Afrique, des habitants qui vivent avec moins de $2, mais c'était le cas aussi quand vous avez parcouru des villes. Je parlais tout à l'heure de la banlieue nord, à Paris, c'est juste à côté de chez nous, et la grande diversité. Donc, je pense qu'il faut, dans les concepts d'intelligence urbaine, ne pas confondre la ville connectée et l'intelligence urbaine. Donc, ce n'est pas, je dis une fois de plus, parce qu'on est hyper connecté qu'on apporte l'intelligence urbaine à la ville. Ce n'est pas parce qu'on a un maillage ubiquitaire très fort que la qualité des vies est au rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on a une algorithmique prédictive pour gérer la circulation qu'on est en train d'échanger les comportements culturels par rapport à la problématique de la mobilité. Ce n'est pas parce qu'on prédit un bouchon à une certaine heure qu'on se pose des questions sur le besoin de la démobilité dans une ville, qui est plus important que calculer le bouchon qui va se produire là. C'est-à-dire qu'à terme, la vraie question de ville aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire devenir des villes polycentriques par rapport au modèle monocentrique, monofonctionnel d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner à l'usager une capacité à intervenir dans son quartier? Et est-ce qu'on peut l'intéresser, lui, à être partie prenante de besoins qui se produisent dans ces quartiers-là en termes d'implication socio-territoriale? Et là, il n'y a pas de modèle qui tient la route. Donc l'hyperconnectivité, et même les données volontaires ou involontaires que nous donnons, n'est pas un synonyme. Le seul indicateur qui tient la route, quand on s'intéresse à l'intelligence urbaine, c'est la qualité des vies de ses habitants par rapport à la vie de tous les jours, c'est-à-dire les travails, les loisirs, la biodiversité et la manière comme, au niveau culturel, on crée une capacité d'épanouissement et qui fait qu'on s'intéresse. Quand la ville de Paris, je l'ai vécu de très près, a lancé les projets des vélos partagés. Et ensuite, quand il lançait les projets des véhicules partagés. Ça a été un vrai changement, avant tout socio-comportemental, pour pouvoir adopter. C'est quelque chose qui est venu bouleverser profondément l'habitude des Parisiens. Et quand aujourd'hui, nous sommes aux portes de venir interdire les voitures, donc au centre d'une ville comme Paris, mais ce qui s'est fait déjà à Tokyo, ce qui s'est fait déjà à Madrid, ce qui est fait dans beaucoup de villes du monde. Et ce qui est au cœur, c'est les comportements socioculturels par rapport aux habitants qui prennent conscience des dangers systémiques qui sont engendrés par la prolifération de véhicules à moteur qui fonctionnent donc au centre de la ville. Voilà. Donc moi, je suis très sensible, effectivement, au travail d'algorithmique prédictive. Et Santander, c'est une ville que je connais particulièrement bien. J'ai travaillé là-bas
énormément. J'ai discuté beaucoup avec son maire, Inigo da Serna, qui est également le président de la Fédération espagnole des villes intelligentes. Mais avec Inigo, on partage quelque chose. C'est qu'on ne peut pas avoir un laboratoire avec Telefonica et avec les Coréens en particulier sur la capillarité ubiquitaire au sein de la ville si ses habitants ne vont pas s'épanouir dans une biodiversité qui soit très forte dans la ville. Les capteurs qui sont aujourd'hui, il y en a 8000 dans la ville de Santander, cet investissement, il est très loin de tout ce qu'il a investi, Inigo, sur la biodiversité. C'est une ville portuaire, donc c'est une ville qui a un port de voile assez important et qui est aujourd'hui indispensable. Il ne peut pas y avoir d'intelligence en ville s'il n'y a pas de la biodiversité, s'il n'y a pas une approche paysagère, s'il n'y a pas une approche également des, comme je disais tout à l'heure, redistribution fonctionnelle au sein de la ville. J'ai parlé de la ville de Bristol, c'est une ville polycentrique, c'est-à-dire que quand vous mettez un habitant dans la ville de Bristol, vous prenez un compas, à 5 km autour, on vient de satisfaire les besoins primaires, les besoins secondaires. Voilà. Donc je pense que c'est pour moi essentiel. La Fédération des villes intelligentes a fait un travail de normalisation extrêmement important de ce qu'on appelle les usages. Je parlais avec mon voisin de droite. On a créé à Barcelone il y a 3 ans la City Protocol Society, qui est un effort d'un ensemble d'acteurs de la ville au niveau international pour définir quels sont les usages et les services pour lesquels on peut considérer qu'il y a des interopérabilités à l'échelle de la ville. Et quand on dépile à l'envers, quand on part des usages et des services et de leur interopérabilité, on va aboutir à des problématiques techniques, de capillarité et des centres de contrôle. Mais tout en ayant travaillé sur le centre d'opération de Rio qu'on a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas le centre de monitoring ou de contrôle, ou les centres de recueil qui constituent le cœur des villes intelligentes. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'une ville intelligente devienne une smart city, une ville automatisée où l'humain n'est là que pour contrôler. Non. Une ville intelligente, c'est quand les citoyens sont partie prenante de l'intelligence urbaine et sociale qui va autour. Et qu'alors la technologie est au service des usages. C'est le conte zen de la Lune et le fou, c'est-à-dire que les sages et celui qui regarde la Lune, et les fous, et celui qui regarde les doigts qui montre la Lune. Je l'ai dit, pour la problématique urbaine, c'est la même. Les sages, c'est celui qui regarde la Lune, des usages et des services au sein de la ville, et le fou est celui qui regarde les doigts de la technologie qui montre la Lune, des usages et des services. Tant qu'on n'aura pas inversé ces paradigmes, donc on sera toujours à beaucoup de discussions donc, technocentriques, mais quand on sort d'ici, qu'on plonge dans la vraie ville, et que vous traversez la ligne 13, qui fait du nord au sud et qui est absolument ingérable. Pourquoi elle est ingérable, cette ligne 13 ? Parce que c'est une ligne en fait, qui réunit de la banlieue nord jusqu'à la banlieue sud avec une traversée et qui est complètement dans un algorithmique totalement monofonctionnel. Vous pouvez regarder, j'ai fait une étude autour de ça. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur la chose, mais moi je suis d'une école de pensée qui privilégie les usages et les services. Et je l'ai dit aujourd'hui, les grandes villes dans lesquelles il y a eu de vraies réussites de transformation urbaine profonde, vous pouvez lire, j'ai écrit une dizaine d'articles depuis janvier dans plusieurs continents, en fait, publiés en français. Donc, c'est les villes dans lesquelles on a travaillé sur les usages et les services. On est venu, donc, effectivement, dépiler pour produire de l'interopérabilité des usages et des services, et la technologie est venue, donc, servir. Mais c'est très rare qu'on ait donc le grand centre qui est capable de connecter la ville. Cette vision de la plateforme de contrôle et de monitoring, c'est une vision sur laquelle nous avons beaucoup travaillé il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Nous ne voulons pas une plateforme pour la ville, mais nous voulons que la ville soit une plateforme, c'est-à-dire à une échelle décentralisée et totalement redistribuée. Les algorithmes aujourd'hui sont plus à la décentralisation et aux données des pauvres citoyens que le contraire. Et l'exemple de la plateforme Uberg, vous pouvez les prendre sur beaucoup de sujets et en fait, c'est plutôt ça qui aujourd'hui est au cœur de la problématique. Merci pour ce commentaire détaillé, développé. Vu le temps qui nous reste, qui est très court, si vous voulez, vous resterez 5 minutes. Je vais peut-être laisser la parole à la salle pour 1 ou 2 questions. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires ? Oui, monsieur. Il y a un micro qui arrive. Oui. Pour Olivier Kampf, quand vous parlez
des liens, des avantages et des parties gagnantes, par exemple la gestion d'une ville, enfin des services de la ville et d'un opérateur privé, pardon, et d'un opérateur public sur la gestion d'un parking et d'une ville, je crois qu'il faut également intégrer, mais c'est juste une remarque personnelle, la valeur de l'usager. Parce qu'en fait, il y a 3 parties. Et le risque, c'est qu'il y ait effectivement un service public et un service privé qui ait un accord entre eux, à leur bénéfice, mais que l'usager ne trouve pas son bénéfice. Et la capacité des usagers à accepter la captation de données sera proportionnelle aux bénéfices qu'ils en retireront. C'était juste un premier point, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'ai juste une question alors, à M. Berthier sur l'ubiquité. Pour moi, l'ubiquité est la capacité à être à plusieurs endroits au même moment. Donc, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire par la capacité ubiquitaire. La capacité ubiquitaire, pardon. Donc, juste ce point-là. Et dernière question sur au docteur de l'ENISA, quand vous parlez des villes connectées et que vous parlez de l'intégration de la cybersécurité dans la sûreté, prenez-vous aujourd'hui en compte la cybersécurité aérienne ? Je vais commencer par répondre, ça ira plus vite. L'année prochaine. Merci. Le message est clair pour tout le monde quand on prend l'avion, c'est sûr. Alors, concernant l'ubiquité, ça vient de l'information ubiquitaire et l'informatique ubiquitaire, qui est, en termes de définition, qui vient de systèmes de calcul qui sont intégrés à la ville, à l'infrastructure. C'est une informatique qui se situe partout et qui devient invisible. Donc, c'est donc dans les objets connectés, dans les infrastructures même, dans les murs, pourquoi pas, avec des capteurs intégrés à la construction. Et donc, ça vient de ça, l'ubiquité. C'est-à-dire une multitude de systèmes de calcul plus forcément centralisés, enfin qui renvoient quand même à une base localisée ou non, mais derrière l'ubiquité, c'est un système de calcul qui est environnant. C'est-à-dire l'objet devient aussi l'objet acquiert des capacités de calcul. Le matériau de construction acquiert des capacités de calcul. C'est en ce sens que l'ubiquité est utilisée et employée. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à une petite pause de 5 minutes ou 10 maxi pour ne pas trop retarder la suite. Merci.